Bien, mes chers collègues, bonjour. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir été présent ce matin. Et je me suis excusé auprès de Michel, mais à la pause, je vais être obligé de m'éclipser puisque c'est des périodes de charrette actuellement pour les universitaires. Alors, donc, effectivement, quand Yann Lost m'a demandé de vous faire un topo sur l'adaptation, j'étais un peu bougon, je dois dire. Et puis, via la direction, à côté d'une discussion avec un collègue qui est présent dans la salle, Eric Kena, qui m'a dit si, il faut que tu fasses ça parce que c'est pas facile du tout. Alors, j'ai plongé. Alors, écoutez, je vous ai préparé quelque chose, on y va. Donc, l'adaptation, eh bien, tout d'abord, si vous regardez les choses au point de vue biologie, en caricaturant, on va trouver ce terme à trois endroits. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. À chaque fois, adaptation, c'est sous-entendu à l'environnement. Hein. On n'en parle pas, mais c'est adaptation à l'environnement. Et à chaque fois que vous amenez l'adaptation, vous faites immédiatement, en autostop, arriver la notion de progrès, d'optimalité, de finalité. Et donc, voilà, les obstacles sont là quasiment et immédiatement. Alors, l'adaptation, on va en parler en physiologie, adaptation physiologique. Hein, les stomates qui s'ouvraient, qui se fermaient tout à l'heure, c'est de l'adaptation physiologique. Au point de vue histoire des sciences, on l'utilise encore, mais l'adaptation enzymatique, l'opéron lactose, etc., eh bien, ce n'est pas pour rien que il y a eu un Nature avec, un premier signataire, Monod 53, où le terme d'adaptation enzymatique a été remplacé par induction enzymatique justement pour cela. Et je suis toujours atterré de voir parler d'adaptation enzymatique. Donc ça fait quand même un demi-siècle qu'on ne devrait plus en parler. Et bien sûr, il y a adaptation évolutive. Et je voudrais vous parler donc principalement de cela. Alors, je vais prendre quelques éléments historiques pour vous montrer où sont les problèmes. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il est tout à fait normal, je trouve, que des élèves fassent à leur âge les erreurs qu'ont fait nos anciens. Donc voilà. Et ça, la notion d'histoire des sciences me paraît importante de ce point de vue-là. Alors, vous savez que la première traduction de l'origine des espèces a été réalisée par Clémence Royer en 62, donc 3 ans après l'édition originale. Alors cette traduction, Darwin a écrit à 4 pages en disant j'aurais bien aimé que ma traductrice soit une vraie biologiste. Donc il y avait quand même quelques points. Les traductions ultérieures Moulinier et Barbier sont bonnes, mais ce qui est intéressant dans la traduction de Clémence Royer, c'est d'abord la traduction libre. Si vous pouvez lire, vous voyez le sous-titre, The Origin of Species by Means of Natural Selection, donc c'est traduit par des lois du progrès chez les êtres organisés. Ça veut bien dire, vous voyez que sélection, progrès, immédiatement, tout y est, et puis il valait mieux en parler dès le départ, comme Clémence Royer lui disait. Mais alors, la préface de Clémence Royer est catastrophique, à plein, d'ailleurs je vais faire un topo dans une semaine où je reprends cette préface pour autre chose. Mais regardez ici, vous allez voir les erreurs logiques. Donc, 2 principes ou lois servent de fondement de la théorie, etc. Il résulte de cette lutte universelle un choix, une sélection naturelle constante des races et des individus les mieux adaptés, voilà, adaptés et sortis, aux circonstances de temps et de milieu. Bon, je ne vais pas commenter cette phrase, je ne vais pas tout commenter, sans ça on va passer les 3/4 d'heure à commenter cette phrase. Donc, de sorte que les êtres les plus parfaits, relativement à ces circonstances, l'emportent sur les êtres les moins parfaits qu'ils tentent à supplanter et à détruire, si ces derniers ne trouvent pas le moyen d'émigrer. Voilà. Donc, alors, le point important dans cette histoire-là, vous voyez, c'est la logique du plus parfait, du moins parfait. C'est-à-dire, les êtres sont parfaits. Ils sont adaptés à leur environnement, ils sont là, ils sont parfaits. Et il y a des plus parfaits, des moins parfaits. Et puis donc, c'est les plus parfaits qui gagnent, et les moins parfaits, ils ont juste qu'à immigrer, et puis on s'en sort. C'est un peu léger, mais vous voyez que déjà le vocabulaire, la logique est là.
Et puis, donc, elle continue. En parlant de sélection, il résulte fatalement un choix rigoureux ou une sélection naturelle des individus les plus forts, les plus beaux, les plus agiles, en un mot, les plus parfaits, c'est-à-dire les mieux adaptés au milieu dans lequel ils vivent, ou les plus aptes à se transformer quant à leur structure, leur constitution, leurs habitudes, pour arriver à cette exacte adaptation, ou pour augmenter leur quantité de vie possible en s'accoutumant peu à peu à l'usage des subsistances nouvelles sous des climats un peu différents. C'est gratiné. Vous avez là beaucoup d'obstacles. Alors, vous voyez, le point que je veux souligner, c'est encore le plus parfait qui revient. Juste une petite parenthèse, Cuvier utilisait également ce terme des plus parfaits, moins parfaits, alors qu'il avait un cadre fixiste. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, ce qui est important ici, vous voyez, c'est la manière dont elle va parler de l'adaptation. Elle parle des mieux adaptés ou de ceux qui pourront transformer leur structure. C'est-à-dire que, voilà, la première ambiguïté de l'adaptation, c'est un état de fait, ou bien c'est une possibilité dans un futur, ce qui est une difficulté épistémologique forte. Alors, donc, si on regarde le sens des mots, on va retrouver, vous voyez, dans apte, on va retrouver la même chose. Vous voyez, le premier sens de apte, c'est qui est naturellement ou juridiquement capable de quelque chose. Et le deuxième sens, c'est qui a des dispositions pour, qui peut faire quelque chose. Donc, vous voyez qu'il y a cette ambiguïté qui est extrêmement difficile à prendre en compte, comme on va le voir. Alors, donc, bon, ça, c'est pas important, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors, l'adaptation en évolution, alors, j'ai essayé de regarder différentes définitions, et puis j'ai trouvé que celle-ci, elle avait suffisamment de flou pour exister correctement. Hein. L'adaptation est l'ensemble des modifications des organes, aussi bien dans leur forme que dans leur fonction, par lesquelles les êtres vivants se mettent en harmonie avec les conditions d'existence. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez soft. Et donc, là encore, on a cette notion de futur qui va être à prendre en compte. Alors, vous voyez donc, pour un peu résumer ce que je viens de vous dire, vous voyez que le raisonnement qu'on va trouver, c'est tout organisme est adapté à son environnement, mais il y en a de plus adaptés que d'autres. Donc, il y a un comparatif dans l'espace, puis dans le temps. Donc, il y a cette ambiguïté résultat au processus. Et surtout, à chaque fois, vous voyez, on va parler surtout d'adaptation quand il va y avoir un changement de milieu ou une nouvelle dynamique de la niche écologique. Alors, pour revenir à des choses plus... Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est disons, donner quelques pistes fortes et juste quelques secondes sur la réflexion sur la loi de Hardy-Weinberg. Je vous rappelle que la loi d'Hardy-Weinberg, c'est en Pamixie, avec un affectif infini, pas de migration, pas de mutation, pas de sélection. Et donc, si vous regardez, vous avez sélection, dérive, migration, mutation, sélection, c'est-à-dire que vous avez toutes les forces que l'on a au point de vue évolutif. Si vous regardez maintenant, si vous comparez deux populations, forces homogénéisantes, c'est la migration. Les autres forces sont hétérogénéisantes par rapport à ces populations. Et maintenant, si vous mettez adaptation et que vous essayez de voir où adaptation peut coller, eh bien, il y a qu'un slot, c'est sélection. Hein, étant donné que mutation, donc indépendante du milieu, dérive, donc indépendance du milieu, il n'y a que sélection où il y a environnement. Donc, on commence à voir une attache entre sélection et adaptation. Mais le point clé maintenant, et l'erreur à ne pas faire, c'est de dire, à chaque fois qu'il y a sélection, il y a adaptation.
Hein. Et voilà voilà où est le deuxième grand piège. Et actuellement, là, justement avec Eric encore, on est en train de regarder la traduction en français d'un livre anglais, où le terme de fitness est traduit systématiquement par valeur adaptative, ce qui est justement catastrophique pour les élèves. Hein. Valeur sélective. Alors, j'ai pris je donne quelques exemples. Une mutation peut très bien améliorer la fitness sans être adaptative. Hein. Si vous prenez tout ce qui tourne autour de la reproduction sexuée, augmentation du nombre de gamètes, par exemple, ou bien résultat de la sélection sexuelle. Donc, vous n'avez pas d'isomorphisme entre sélection et adaptation. Quelques exemples. Ici, par exemple, un paradisier, ou bien le grand cerf des tourbières avec ses cornes. Vous comprenez bien, si vous imaginez que le mâle du paradisier de Goldil avec tout ce falbala a augmenté sa fitness, eh bien c'est que vous avez réellement quelques problèmes au point de vue biologique. Hein. Donc vous voyez bien que là il y a eu une sélection sexuelle forte, et bien justement qui, vous le savez, peut-être après contre-évolutif, bien évidemment. Alors, juste au passage, comme je vous les avais sous la main, je vous montre ici quelques traits qui ont été sélectionnés, qui sont adaptatifs. Le colibri, son vol sur place ou en arrière, je me suis baigné il y a 2 jours, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'adaptatif. Le mode de vol du condor, c'est adaptatif. La graisse brune de la sterne arctique, c'est adaptatif, et pour l'arfan des neiges, si vous écoutez un arfan des neiges voler, c'est aussi quelque chose d'adaptatif. Donc vous voyez, on peut très bien avoir sélection-adaptation et sélection et donc sans adaptation. Alors, bien évidemment, comme ça a été souligné tout à l'heure, quand on dit adaptation, le problème majeur, c'est celui donc de la finalité. Et si vous regardez la dernière ligne que j'ai mise, hein, la difficulté qu'il y a, je pense, au point de vue enseignement, c'est justement de ne pas confondre finalité et finalisme. Hein, et pour ne pas parler pour ne pas sombrer dans le piège du finalisme, eh bien, on ne va pas parler de finalité. Bon, alors là, j'ai pris quelques citations qui dans ce très bon bouquin de Queneau, qui date de 41, sur invention et finalité en biologie, hein, et je trouve que c'est vraiment très bien ce que dit Baudin. Scientifiquement, finalité signifie organisation et adaptation et ne signifie pas autre chose. Donc, on peut très bien parler de fonction, de finalité, sans sombrer dans le finalisme. Et donc, je reviens sur la première ligne que je n'ai pas commentée. Ça va revenir à plusieurs manières, mais vous savez, la difficulté quand on va parler d'adaptation, c'est d'avoir un raisonnement, j'allais dire, strict d'ingénieur. Je n'ai rien contre les ingénieurs, mais le fait donc de voir un but, de voir une fonction et d'imaginer qu'il y a eu justement, entre guillemets, un ingénieur qui a fait le plan au départ et donc c'est là qu'arrive le finalisme. Il est bien évident qu'on parlait de cœur tout à l'heure, ce serait quand même une erreur de ne pas considérer que quand on parle de cœur, eh bien on peut parler de pompe, ce qui n'est pas une catastrophe quand même. Hein. Alors, l'analyse de Queneau est vraiment intéressante parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, pour parler d'adaptation, des exemples classiques que vous connaissez. Je vous les ai mis, je les reprends pas. Hein. Et les plantes carnivores, les convergences, etc., etc. Et il va prendre les contre-exemples, un peu comme j'ai pris tout à l'heure, hypertélie ou les organes vestigiels, et il va introduire ce terme de préadaptation, justement, pour essayer de ne
pas avoir le problème du finalisme. Alors, je vous cite Queneau, qui est quelqu'un qui réfléchit bien, hein. Des caractères indifférents ou semi-utiles qui se montrent chez une espèce et qui sont susceptibles de devenir des adaptations évidentes si cette dernière adopte un nouvel habitat ou acquiert de nouvelles mœurs, changement rendu précisément possible par l'existence de ces préadaptations. Alors, vous pouvez voir que la phrase est confuse, hein, parce que c'est vraiment, j'allais dire, l'un des premiers qui réfléchit correctement là-dessus, mais au point de vue évolutif, en 40, il n'a pas encore tous les bagages. Mais ce qui est intéressant, les deux choses que je trouve particulièrement intéressantes dans cette phrase, c'est que premièrement, il ne parle pas d'organisme, mais il parle de caractère. Ça y est, il est passé au caractère. Et deuxièmement, il va parler de caractère qui préexiste à la force sélective. Hein. Et donc, voilà, il va dissocier les choses dans le temps, et donc il va mettre cette notion de préadaptation, mais qui est quand même très ambiguë. Alors, je vous rappelle que en fait, au niveau de la théorie synthétique de l'évolution, donc du milieu du XXe, on va avoir à peu près le même raisonnement. Et ici, j'ai résumé ce qu'on va pouvoir trouver chez Ernst Mayr, par exemple, hein, les différents points. Alors, donc, hérédité, les gènes, variabilité génétique, population, etc. Changement dans les populations, résultat de l'action de sélection naturelle. Donc, la sélection est bien évidemment mise en avant. Et là, j'ai repris les termes. Différences observées entre les organismes, dans leur grande majorité, sont des adaptations. Vous lisez Ernst Mayr, vous trouvez toujours, dans leur grande majorité, sont des adaptations. Et tout d'un coup, à un moment donné, eh bien, on a oublié dans leur grande majorité. Et donc, cet isomorphisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre caractère sélectionné et caractère adaptatif, ce qui est la source du programme adaptationniste qui va être critiqué par Gould et Eldredge. Alors maintenant, quand je vous disais que Lucien Queneau n'avait pas tous les éléments nécessaires pour bien réfléchir, eh bien, il se trouve que maintenant, nous, on les a. On les a parce que si vous revenez, si vous vous souvenez je ne vais pas revenir dessus, mais de la phrase de Queneau, eh bien, vous pouvez voir qu'en fait, l'adaptation, donc pour lui, c'est une nouveauté évolutive. Si c'est une nouveauté évolutive, eh bien, ça correspond à une innovation qui va participer à un changement de milieu ou une niche écologique. Eh bien, en cladistique, qu'est-ce que c'est? C'est une apomorphie. Et si vous regardez les grandes adaptations auxquelles on fait toujours allusion, la plume pour les oiseaux, les poumons pour les tétrapodes terrestres, le membre chiridien pour les tétrapodes terrestres, etc., eh bien, c'est une apomorphie, mais c'est une synapomorphie d'un groupe majeur. Et ce sont d'ailleurs sur ces synapomorphies que c'est vraiment basé l'interprétation gradiste que l'on a au niveau de la théorie synthétique de l'évolution. Hein, et je vous rappelle là, pour que vous compreniez bien, la manière dont Julian Huxley définissait un grade, c'est une étape du progrès anagénétique ou une unité d'amélioration biologique, c'est-à-dire que vous voyez, il voyait les choses avec ces caractères adaptatifs qui réglaient un grade. Donc vous voyez que lorsque l'on va parler d'adaptation, eh bien les problèmes persistent si on reste dans une vision gradiste des choses, et les problèmes s'éclairent ou disparaissent si on se met dans une vision cladiste des choses.
Alors, là encore, prenons l'exemple là que j'ai pris pour la plume. Alors, vous voyez ici, vous avez, c'est un peu petit pour vous peut-être, mais donc vous avez ici un arbre d'hétéropodes. Les théropodes sont ici. Vous avez ici les archosaures, les crocodiles. Ici, donc, vous avez les ptérosaures. Ici, donc, les ornithischiens, les saurithischiens et les théropodes ici. Et vous voyez, ici, vous avez donc les oiseaux modernes. Et vous voyez ici, 3 stades liés à la plume. Ici, donc, je ne peux lire ni sur mon écran, ni à l'écran ici. C'est moderne. Hein, c'est moderne. Bon, alors, donc ici, c'est des filaments, si mes souvenirs sont bons. Ici, on commence à avoir un axe à la plume. Et puis ici, on a le vol. Hein, c'est à peu près ça, Guillaume, hein, oui, ok. Et donc, vous voyez que qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-ci? Eh bien, quand on va parler de plumes, on va parler d'ici, vous voyez, de différents types, entre guillemets, d'adaptation, et donc de différents niveaux de sélection. Alors, eh bien, si sur un caractère comme cela, il peut y avoir plusieurs niveaux de sélection, eh bien, disons, le concept qui est le concept clé à bien assimiler pour pouvoir répondre à ce genre de questions, c'est le concept d'exaptation, donc défini par Gould et Evbra. Et donc ce concept d'exaptation qui était là pour remplacer le concept de préadaptation de Lucien Queneau. Alors, le concept d'exaptation, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Une exaptation, c'est un caractère qui, antérieurement façonné par la sélection naturelle pour une fonction particulière, est coopté pour un nouvel usage. Donc, à un moment donné, il y a une pression de sélection A, puis une nouvelle pression de sélection B. Ou bien, un caractère dont l'origine ne peut être imputée à l'action directe de la sélection naturelle est coopté pour un usage actuel. Donc, à ce niveau-ci, pas de sélection, j'allais dire pas de biologique presque, et ici, tout d'un coup, vous avez une pression de sélection qui arrive. Alors, je vous ai pris 2 exemples pour illustrer ces 2 critères d'exaptation. Le premier exemple, eh bien, c'est le membre euclidien. Ici, vous avez 3 interprétations successives d'Ichthyostega. Prenons celui de Jarvik de 55 et celui-ci d'Alberg de 2005. Regardez la patte postérieure, comment elle est indiquée. Ici, vous avez un membre chiridien, et à ce moment-là, vous voyez, l'idée de Jarvik, c'est s'il y a un membre chiridien, c'est qu'il marchait. Donc voilà, on le met là. Bon, il n'était pas champion olympique visiblement, mais quand même, il était sur 4 pattes. Et donc, membre chiridien marche. Et donc, voilà, c'était comment se fait-il que le membre chiridien apparaisse pour la marche? Là, on arrive au pour, etc., etc. Le finalisme est complètement dedans. Et donc, bien sûr, la nouvelle interprétation, c'est un membre chiridien comme une palette natatoire. Ce membre chiridien est une palette natatoire. Donc, ce membre chiridien, eh bien, à un moment donné, la pression de sélection, c'était lié à la nage, etc., etc. Et exaptation, ce membre chiridien se trouve par sa structure ici monobasale, eh bien, avec une géométrie entre guillemets particulièrement bien adaptée pour plus tard donner un membre chiridien marcheur. Nouvelle pression de sélection. Donc vous voyez, c'est l'exaptation à la Gould, une première pression de sélection, une deuxième pression de sélection qui va faire donc qui est lié donc à un changement de milieu. Bon, j'ai pas le temps d'en parler. Deuxième exemple pour illustrer le deuxième terme de l'exaptation de Gould, les cristallines.
Les cristallines qui sont donc les protéines transparentes du cristallin qui font que le cristallin donc a un indice optique supérieur à 1 et peut-être une lentille convergente. Eh bien, donc ces cristallines sont des protéines transparentes et quand vous regardez ce que sont ces cristallines, eh bien, ces cristallines sont des heat shock protéines ou bien ici des glutathions S-transférases, c'est-à-dire des protéines qui sont liées à ce que je vous ai mis la stress connection, hein, c'est-à-dire donc des protéines de stress thermique, stress contre les xénobiotiques, etc., etc. Et ces protéines, par coïncidence, sont transparentes dans le visible. Lorsque ce sont des enzymes, eh bien, elles n'ont qu'une fonction enzymatique et leur transparence biologiquement n'est pas utile. Et tout d'un coup, eh bien, ça va être leur transparence qui va être utile biologiquement parlant, et leur transparence, à ce moment-là, eh bien, va donner lieu à une pression de sélection. Donc quelque chose qui n'était pas lié à la sélection, tout d'un coup, va être lié à la sélection. Et j'aime bien cet exemple, parce qu'il, combien, 5 minutes, parce qu'il montre bien que, eh bien, vous avez là le caractère, le trait de caractère et tout le bagage génétique qu'il y a derrière, qui préexiste, bien évidemment, et donc la finalité n'y est pas. Le bricolage de l'évolution, tant pis pour vous, vous ne l'aurez pas. Alors, sur le programme adaptationniste qui a été critiqué par Gould et Levantine, bien évidemment, vous voyez que l'idée qu'il y avait, c'était d'imaginer les caractères pris indépendamment, d'imaginer une histoire adaptative pour chaque trait, puis ensuite de faire un compromis, un trade-off entre les différents processus sélectifs, et à ce moment-là, eh bien, on montre comment on peut arriver à une non-optimalité. C'était quelque chose qui a été longuement critiqué et qui est, on peut dire, presque abandonné. Je dis presque parce qu'il va y avoir quelques exemples. Alors, j'avais pris l'exemple, je ne sais pas si vous connaissez bien ce pluvier à bec dévié qui est endémique de Nouvelle-Zélande. C'est très amusant parce qu'il a, comme vous voyez, son bec il fait un petit angle sur le côté. Et donc, il y a beaucoup d'ornithologues qui nous ont expliqué que c'était fait pour retourner les pierres. C'est plus facile de retourner les pierres quand on a un bec. Hein. Et donc, on nous a montré après que, bien, il allait picorer dans la vase sans problème. Alors, j'avais pris 2 exemples que je devais vous développer un petit peu. Je vais juste aller une image chacun et puis et j'avais pris ces exemples parce qu'ils sont assez amusants. Les zébrures du zèbre. Donc vous savez qu'il y a une controverse entre Darwin et Wallace là-dessus et que sur ces zébrures du zèbre, eh bien il y a eu plein d'hypothèses qui ont été données et justement ce qui est important, c'est qu'il y a eu toute une série d'expériences et d'études sur la dernière hypothèse, qui est esquiver les attaques parasitaires. Alors, je vais tout de suite sur les... je vous avais préparé les différents zèbres. Alors, je vous montre quand même celui que je préfère, le zèbre de Grévy. Hein, vous voyez, on a l'impression qu'il n'a pas tiré son pyjama, et il est bien là. Et je voulais vous parler du quagga, mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est l'une des interprétations qui est vraiment intéressante. C'est une interprétation qui est camouflage par mouvement induit par les zébrures. Alors, regardez ici, vous voyez, les zébrures sont soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et si vous imaginez, vous avez tous vu des westerns, hein, vous savez qu'à un moment donné, quand on voit le western, eh bien, on voit la roue qui tourne en sens contraire. Eh bien, donc, on a une illusion, on peut avoir une illusion d'optique. Ici, vous voyez, c'est l'enseigne de Barbier. Quand ça tourne, vous avez l'impression que ça monte alors que ça ne bouge pas. Et en fait, en connaissant la vision des temps et des glossines,
eh bien, ils se sont rendus compte que lorsque vous avez un zèbre qui va se déplacer, vous avez des illusions d'optique. Hein, et vous voyez ici le vecteur qui est là, vous montre l'illusion d'optique. C'est-à-dire que le zèbre qui va partir ici, eh bien, le temps qui arrive a l'impression que l'avant va à l'arrière et que l'arrière va vers le haut. Alors il est là, où il est, où il est, où il est. Hein. Mais c'est encore plus rigolo quand vous avez un tas de zèbres. Vous voyez ici, les couleurs vous indiquent les illusions d'optique. Rouge, il a l'impression que ça va vers la gauche, vert vers la droite, jaune vers le haut, bleu vers le bas. Alors ici, vous voyez, rouge, ah, il va vers là. Non, celui-là, il va vers là. Ici, il va vers le haut, etc., etc. Et donc, cette illusion d'optique, eh bien, vous montre que il est complètement désorienté. Il y a d'autres manips qui ont été faites sur la lumière polarisée. Et donc, justement, j'arrive à ça. Ma conclusion, c'est que le zèbre est un équidé furtif, vous voyez, et j'adore celle-là. Le deuxième exemple, j'en ai pour 5 secondes à vous dire, c'est qui était intéressant au point de vue historique. Hein, Daubenton, on est dans l'amphi-Buffon, j'aurais préféré que ce soit un vieux Daubenton, parce que tout ce qui est intéressant dans Buffon, c'est Daubenton qui l'a écrit. Donc, Daubenton avait proposé, alors il avait proposé une loi, hein, vous savez, ils voulaient tous être Newton. Alors l'équivalent F égale m gamma pour lui, c'est les mammifères ont 7 vertèbres cervicales. C'est pas le même niveau, mais enfin bon. Alors il a failli se foutre dans la Seine quand il en a vu qu'il y en avait 6 chez les Lamentins et 9 chez les Paresseux. Il a terminé, plus de loi du tout. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à part ça, il y en a 7. Par contre, il y a un nombre variable important chez les autres tétrapodes. Par exemple, ici, j'ai pris différents élasmosaures, etc., qui vous montrent que le nombre peut varier. Vous imaginez les oiseaux, etc., etc. Et en fait, il y a des études vraiment intéressantes qui ont été faites, en particulier chez l'homme, où il peut y avoir ici une côte supplémentaire, donc une vertèbre cervicale qui devient une vertèbre thoracique, qui se fait sous l'action c'est le résultat d'une mutation de gène OX la plupart du temps. En fait, donc, qu'est-ce que l'on a? On a, d'une part, donc une compression thoracique, comme on dit, c'est-à-dire que le scalène, lorsqu'il ici peut comprimer l'artère et un ganglion qui est là, mais surtout, regardez, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les enfants qui sont atteints de cancers particuliers, en particulier le neuroblastome, eh bien, sur le nombre de cas, vous voyez que vous avez le tiers de ces enfants qui ont des neuroblastomes, qui ont une vertèbre supplémentaire. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que vous avez un phénomène de pléiotropie donc par rapport à ces différents gènes OX, si bien que les mutations qui pourraient induire un changement des vertèbres thoraciques par effet pléiotropique, eh bien, ont une action qui est entre guillemets cancérigène. Et bien évident que la pression de sélection, eh bien, elle est là. Et donc, vous voyez bien que le programme adaptationniste, je réfléchis sur cette vertèbre, non. Eh bien, la stabilité du nombre de vertèbres est due principalement à cette incidence de cancer. Donc, conclusion. Hein, le terme adaptation est difficile à manipuler et pour reprendre ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, quand j'ai entendu parler de la physiologie végétale, faire de l'évolution et parler de l'adaptation physiologique dans la même séance et des élèves, c'est la cata assurée. Deuxièmement, donc, si vous imaginez bien, et ça c'est, je pense, un guideline, si on vous pose des questions sur l'adaptation, si vous pensez caractère sélectionné qui est une apomorphie, eh bien à ce moment-là vous retombez dans un cadre logique. Donc le concept d'exaptation qui est important.
le problème du programme adaptationniste et pression de sélection, et donc je viens d'en parler. Et je voulais terminer sur cette exaptation donc humaine. Hein. Ici, donc, nous sommes ici à Collioure. Hein. Vous voyez que le clocher de l'église de Collioure, c'est l'ancien phare du port. Donc, vous voyez, même l'homme est capable de faire des exaptations. Je vous remercie.